6h20, prendre comme chaque lundi la direction des États-Unis pour faire un tour de l'actualité américaine avec notre correspondant Sébastien Lévy. Bonjour Sébastien. Bonjour Rudy, bonjour à tous. Alors bien évidemment, nous allons commencer avec cette rencontre à Washington prévue aujourd'hui, très attendue entre Donald Trump et Benyamin Netanyahou. Le président américain promet quelque chose de spécial, mais Benyamin Netanyahou, lui, vient avec d'autres plans. Alors effectivement, c'est vrai qu'il y a eu une certaine théâtralisation dans les derniers jours, surtout de la part de Donald Trump, qui a à la fois montré son sens de l'emphase et aussi son volontarisme, avec à la fois un tweet très volontaire en disant « Je promets la grandeur dans le Proche-Orient, nous sommes proches d'un accord ». Il a aussi accordé une interview à Barak Ravid, un journaliste israélien extrêmement réputé, pour dire qu'il était extrêmement proche d'un accord. Je pense que c'est un moyen assez clair, je dirais, de mettre la pression à Benyamin Netanyahou en disant voilà, pour lui, le deal est fait. Donc, il y a évidemment une part de mise en scène là-dedans. Et puis, de l'autre côté, le Premier ministre israélien a montré effectivement, en annulant tous ses rendez-vous du week-end, de montrer qu'il se préparait. Donc, clairement, il vient avec des objections, ça c'est évident. Et donc, il y a une mise en scène, là aussi, des objections qu'il va sans doute exposer de la manière, je dirais, la plus courtoise et la plus polie à Donald Trump. On sait que c'est jamais une bonne idée d'aller frontalement contre Donald Trump. Donc, chacun vient avec son envie aujourd'hui de faire valoir ses arguments. Évidemment, impossible de savoir à ce stade comment ça va se passer, mais c'est sûr qu'ils ne peuvent pas être complètement alignés, mais ça fait partie de toute négociation, donc c'est relativement traditionnel. Alors, pas aligné Sébastien Lévy, parce que il faut dire que ces derniers temps, Donald Trump semble avoir rééquilibré sa position. Il a notamment refusé de donner son feu vert à l'annexion de la Judée-Samarie. Oui, complètement. Et si on regarde ce qui s'est passé dans les derniers jours, vous avez vraiment une séquence qui montre que il y a une volonté, comme vous l'avez dit, de rééquilibrer. Je pense que les propos qu'il avait tenus sur donc les territoires en Judée-Samarie, le fait, c'était un refus clair et net en disant non, je ne laisserai pas faire. La mise en scène aussi pas la mise en scène, mais la rencontre qui visiblement s'est assez bien passée avec les pays arabes, qui d'ailleurs ont réussi à changer un petit peu les termes de ce que Trump avait présenté. Ça a été plutôt un peu plus favorable aux Palestiniens et Trump a accepté cela. Plus effectivement le tweet dont je vous ai parlé. Le fait également, c'est très important, que les derniers jours, vous avez pas mal de visites de la part de l'émissaire de Trump, de Witkoff et de Jared Kushner à l'hôtel de Benyamin Netanyahou, pour clairement montrer qu'il y avait eu des évolutions dans la position américaine. Je pense que vraiment ce qui est très très important, c'est ce qui s'est passé dans la rencontre avec les pays arabes, et notamment ce qui se passe en gros depuis l'attaque des gens du Hamas au Qatar, où on sent qu'il y a une grande pression de la part des pays du Golfe sur Donald Trump, et que Donald Trump est d'une certaine façon un peu tenu d'écouter ses alliés du Golfe. On sait que pour lui, ses alliés du Golfe comptent aussi énormément. Et donc clairement, vous avez une inflexion de la position américaine. On verra par contre comment ça se traduira vraiment dans les faits dans la rencontre avec Netanyahou. Il est encore trop tôt pour le savoir. On sait que Trump est connu pour son imprévisibilité. Et donc on ne sait pas exactement si ça se traduira par, non pas une mise en demeure, mais quelque chose de fort. Ou est-ce que Benyamin Netanyahou sera capable de faire valoir ses arguments? C'est encore un peu tôt, on saura ça dans quelques heures. Alors il faut aussi dire que cette entrevue va se dérouler après une semaine difficile pour Israël à l'ONU. Ça a été une semaine extrêmement difficile et je pense que rien ne peut plus la montrer que, évidemment, la scène vide de l'ONU pour le discours du Premier ministre Netanyahou. Alors il y a évidemment une part de théâtralisation de la part des pays. On sait que beaucoup de pays sont arrivés 2 minutes avant en fait le discours de Netanyahou pour pouvoir sortir et justement marquer le coup. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, Netanyahou a eu très très peu de rencontres. Il y a vraiment eu une rencontre bilatérale. Il n'a rencontré que la Serbie, que le Paraguay et que le président de l'Argentine, donc pas des grands pays. On sait que les grands pays n'ont pas vraiment voulu rencontrer le Premier ministre israélien. Donc clairement, c'est une semaine difficile. Il y a eu aussi, ça a été aussi la reconnaissance de la Palestine et globalement le conflit à Gaza a été un sujet très important de la part dans les discours de beaucoup de pays, y compris des pays vraiment qui soutiennent classiquement Israël. Je pense notamment à l'Italie et à l'Allemagne, qui ont eu des propos qui n'ont pas parlé de reconnaissance. En revanche, l'Italie, notamment par Giorgia Meloni, a quand même dit qu'elle souhaitait des sanctions contre Israël. C'est la première fois qu'elle s'exprime en ce sens. Et vous avez eu aussi le discours de l'Allemagne, qui a montré que voilà, il était temps de mettre fin à la guerre sans reconnaître la Palestine. Et puis vous avez eu pour le coup les pays évidemment parfois plus froids vers Israël, voire carrément hostiles, qui ont tenu des propos extrêmement durs contre Israël. Ça allait de la Turquie à l'Irlande en passant par l'Espagne. Donc oui, vous avez raison, ça n'a pas été une semaine facile pour Israël. Alors justement, avec un peu de recul, que retenir de cette 80e Assemblée Générale de l'ONU, mis à part les pannes d'escalator? Alors,
panne d'escalator et panne de prompteur, Rudy, c'est très très important. Alors, on en rigole, il y a un côté anecdotique. Je peux vous dire que, notamment sur les chaînes conservatrices plutôt proches de Trump, ça a été un grand sujet de discussion. Beaucoup ont parlé d'un complot de l'ONU contre Donald Trump. Donald Trump a dit qu'il souhaitait mener des enquêtes. Au-delà de cet aspect un peu drôlatique, vous avez eu, alors comme je l'ai dit, je pense que ce qu'on peut retenir de cette semaine, vous pouvez retenir évidemment le sujet de la Palestine qui a été très important. Aussi le revirement très important de Donald Trump sur l'Ukraine, c'est quand même le sujet majeur. Donc la Russie aussi a été vraiment isolée cette semaine. Ce qui d'ailleurs montre, je pense que ce revirement sur l'Ukraine, ça peut montrer là encore le côté imprévisible de Donald Trump. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent, je dirais, sur ce qui va se passer dans cette rencontre avec Benyamin Netanyahou. Donc je dirais que ça a été vraiment les deux sujets principaux. Centralité du sujet de Gaza et de la Palestine d'un côté, et de l'autre revirement sur l'Ukraine. Je rajouterai un dernier sujet très important, c'est le discours de Donald Trump au global sur l'alliance avec l'Europe, le multilatéralisme. On sent clairement une prise de distance de plus en plus forte, je dirais, du rôle traditionnel des États-Unis comme le leader du monde libre et des grandes démocraties. Vous avez eu des attaques très très fortes contre les démocraties libérales d'Europe, beaucoup plus d'ailleurs que sur les autocraties comme la Russie ou la Chine. Donald Trump a vraiment réservé ses flèches à l'Europe, notamment sur sa gestion de la politique de l'immigration. Et c'est vrai que ça a été là pour le coup un coup de froid pour les pays européens. Il y a eu un coup de chaud, je dirais un rapprochement concernant l'Ukraine et même la rencontre Trump-Macron qui s'est bien passée, et de l'autre, une attaque en règle contre les pays européens qui les a forcément refroidis. Est-ce qu'on doit y voir un désengagement des États-Unis, pas forcément de la scène politique internationale, puisque Donald Trump l'a dit à la tribune de l'ONU, il a, selon lui, résolu 7 conflits dans le monde, mais justement en ne passant pas par l'ONU ou, comme le disait le général de Gaulle, par le machin. Vous avez raison, il y a clairement une critique extrêmement forte du multilatéralisme. On le sait depuis pas mal de temps, Donald Trump est sorti d'un certain nombre d'institutions, de l'OMS, de l'UNESCO. Il est extrêmement critique envers l'OTAN, envers l'ONU. Donc tout ce qui est multilatéral, je dirais vraiment agace profondément Donald Trump. Et c'est en ce sens que, oui, c'est une remise en cause, je dirais, de l'ordre du monde, de l'équilibre du monde tel que nous avons, plutôt pour aujourd'hui la priorisation, je dirais, aux rapports de force, aussi aux rapports bilatéraux. Clairement, Trump est beaucoup plus dans cette optique que dans le multilatéralisme. Et c'est vrai que c'était frappant de voir le président des États-Unis, le leader du monde libre, à l'ONU, parler de façon aussi nette contre cette même institution. Il y avait quelque chose d'assez déroutant et qui montre que nous entrons dans un nouveau monde. Merci à vous, Sébastien Lévy, notre correspondant aux États-Unis, pour donc ce point. Et je rappelle que vous pouvez retrouver votre chronique hebdomadaire sur le site radioj.fr. Dans un tout petit instant, un nouveau journal